Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Bonjour à tous, c'est Superfab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arts martiaux traditionnels français. Nous voilà de retour et croyez-moi bien, je suis remonté à bloc après 2 bonnes journées d'entraînement avec le Capitaine France. On en a profité pour vous concocter 2 vidéos. Notre idée était de parler des pratiques mystérieuses dans les arts martiaux français, des choses qui suscitent un peu la fascination des pratiquants, un peu dangereuses et qui sentent bon le pavé parisien. Mais avant de parler davantage de ces pratiques, on va commencer par se poser une question. Les arts martiaux français sont-ils utiles pour la self-défense ? Allez, c'est parti pour les rétroactualités. Quand on lit les traités et manuels des maîtres, s'il y a bien un thème qui revient toujours, c'est bien l'autodéfense. Encore un sujet ultra sensible dans le milieu des arts martiaux et des sports de combat actuellement. Dans notre esprit contemporain, nous sommes habitués à établir des catégories hermétiques. Il y aurait les sports de combat d'un côté et les arts martiaux de l'autre, et enfin la self-défense qu'on ne sait pas trop où situer entre les deux. Mais ces catégories ne sont pas vraiment valables pour comprendre les arts martiaux français. D'ailleurs, l'expression « arts martiaux » n'était pas employée à ma connaissance par les auteurs de traités. Ma théorie est la suivante. Dans les arts martiaux, comme dans les sports de combat, il s'agit d'affronter un ou plusieurs adversaires. L'affrontement, le combat, est donc le dénominateur commun. Mais derrière ce dénominateur, nous avons plusieurs réalités. D'un côté, vous y trouvez le combat d'un homme contre un autre homme, dans le but de déterminer lequel est le plus fort, sans pour autant estropier ou tuer son adversaire. Il s'agit plutôt d'une forme de rituel animal, ce qu'on peut rapprocher des sports de combat. De l'autre côté, vous y trouvez le combat de survie. Dans ce cas, la vie est en jeu et il s'agit de sauver sa peau. Là, on peut vraisemblablement y placer l'art martial, dans le sens de combat militaire. À chaque bout de ce continuum, on parle bien d'affronter un ou des adversaires. Et en fonction de la manière de combattre ou de la manière de s'entraîner, on peut positionner le curseur de sa pratique plus près du rituel ou plus près de la survie. Ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne les maîtres anciens, c'est qu'ils utilisaient tous les outils mis à leur disposition pour s'aguerrir, développer leurs qualités physiques, techniques, mentales. Ils concevaient l'assaut sportif comme une simulation du duel. Pour s'y entraîner, ils ont donc édulcoré le combat pour sécuriser la pratique. L'assaut est devenu le meilleur moyen de développer son coup d'œil, le sang-froid, la tactique, l'adresse, etc., tout en permettant de ne pas sortir de l'entraînement avec un œil en moins. C'est pourquoi les maîtres en faisaient leur pratique quotidienne. Assaut d'escrime, de canne, de bâton, de boxe française et de lutte. Dans les arts martiaux traditionnels français, il n'y a donc pas de séparation entre le combat militaire et l'assaut sportif. La réalité du terrain, c'est l'affrontement. L'assaut sportif est un outil d'entraînement, un exercice. Vous voyez bien, tout ça se résume à un affrontement. En revanche, en fonction de l'état d'esprit du tireur et des techniques utilisées, ce qui est censé être une simulation du duel peut vite devenir un simple jeu rituel sans but guerrier. Et l'autodéfense, c'est tout simplement se défendre soi-même, quel que soit le cadre sportif ou martial. En plus de l'assaut sportif, outil indispensable à l'autodéfense, on a cherché à compléter ce système pour être le plus réaliste possible. Quand on lit les traités de boxe française, on comprend que les maîtres avaient une certaine connaissance des coups dangereux et que ces coups sont difficilement praticables dans le cadre d'un assaut, au risque de perdre son partenaire d'entraînement, ce qui serait fort dommage, vous en conviendrez. Certains maîtres ou pratiquants célèbres nous parlent donc des coups dangereux, et les professeurs de boxe française jusqu'aux années 1970 enseignaient également un ensemble de coups pour la défense, en plus de l'exercice de la boxe française. On appelait ce corpus de techniques dangereuses la lutte parisienne. Dans son traité de 1899, Joseph Charlemont écrit en préambule de la partie sur la lutte parisienne « En plaçant ici quelques coups de lutte, nous n'avons nullement l'intention de nous occuper de cet exercice d'une manière complète. Nous voulons seulement nous servir de quelques mouvements parmi les plus utiles au point de vue de la défense, et nous les avons choisis
parmi ceux qui peuvent apporter une aide efficace dans un combat à la boxe. Un autre très grand monsieur des arts martiaux français parlait des coups dangereux. Il s'agit de Maître Lafont et du système qu'il a créé, le panaché de combat français, alias la méthode Lafont. Sa méthode, bien qu'elle soit constituée de sports de combat, contient également un ensemble de coups dangereux, qu'il appelait le panache. Un beau programme pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Voilà, chers amis, on est bien loin d'avoir épuisé le domaine des arts martiaux français. Pour ma part, je prends toujours autant de plaisir à réaliser ces vidéos, j'espère que ça vous plaît, montrez-le moi, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, lâchez un pouce bleu, un petit commentaire, partagez mes vidéos, c'est le seul moyen pour faire connaître nos arts de combat. Et n'oubliez pas que nous sommes la culture.